Merci Olivier Faron d'avoir bien voulu venir pour cette journée du futur 2025 et d'avoir accepté d'effectuer la keynote d'ouverture de nos travaux. Alors, vous avez une expérience dans l'enseignement supérieur et la formation. Vous avez notamment été directeur de l'École normale supérieure de Lyon, directeur du CNAM. Vous êtes passé aussi par une fonction plus politique de directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur. Vous avez été recteur de Strasbourg il y a encore pas tellement longtemps. Et maintenant, votre expérience et vos compétences, vous les mettez au service des entreprises à travers votre nouvelle responsabilité au sein du MEDEF, du pôle compétences, formation, jeunesse. Alors, premier point, j'ai vu dans les épreuves de philo du bac cette année qu'on avait comme thème « Notre avenir dépend-il de la technique ?» Donc, je ne vous laisse pas 4 heures, mais si vous pouviez nous donner l'importance du rôle des techniciens et de la technique. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là et surtout dans ce lieu aussi prestigieux consacré à l'industrie. Donc c'est évidemment un bonheur et un plaisir. Et merci de cette invitation. Merci Monsieur le Président. Je salue Olivier Mousson. On avait d'autres initiatives ensemble et très heureux d'intervenir devant vous. Je dirais que la question de la technique, c'est évidemment une question centrale pour notre pays. C'est, pour dire une forme d'évidence, c'est une question qui n'est pas forcément consubstantielle à notre système de formation et à comment on conduit les jeunes vers, je dirais, vers leur carrière et vers leur évolution professionnelle. Moi, je vais vous donner, puisque vous avez rappelé que j'ai été recteur, un matin je me lève et puis j'avais devant moi les professeurs de technologie de l'Académie de Strasbourg et je devais leur annoncer qu'on supprimait l'heure de 6e de technologie. Alors, je trouve que c'est un assez bon résumé, c'est-à-dire que les éléments de langage que j'avais, c'était on supprime l'heure de technologie, mais rassurez-vous, on renforce votre discipline. Donc, imaginez que vous êtes devant un auditoire comme le vôtre et vous expliquez qu'on va réduire leur discipline. C'est un peu, je dirais, le reflet d'une difficulté qui est chronique à notre système de formation, de prendre à bras-le-corps la question de la technique, la question de la technologie. Alors évidemment, ça renvoie à des problèmes longs qui sont ceux de l'orientation. Ça renvoie aussi à des problèmes, je dirais, de place de ces enseignements de la technique. Et puis, grossièrement, évidemment, ça renvoie à une question qui est la question de comment nos concitoyennes et nos concitoyens se situent par rapport au progrès technologique, par rapport à la dimension technique. Donc, ce sont des questions de fond. L'une de mes convictions est que les manifestations, et je salue le rôle de l'Académie des technologies, plus on fera connaître, plus on fera évoluer, je pense, si je peux livrer déjà une piste, que plus on fera évoluer, par exemple, la fête de la science ou des dispositifs vers beaucoup plus de technologie, plus on ira dans le bon sens. Donc c'est encore une fois une capillarité d'action. Mais aujourd'hui, on peut accepter l'idée qu'effectivement, nous ne sommes pas en proximité avec les questions de technique et de technologie. J'ai eu l'occasion, lors de l'enquête prospective sur les techniciens dont on va parler dans la deuxième partie de la matinée, donc j'ai eu l'occasion d'interviewer le directeur de l'école des réseaux électriques qui représente notamment RTE et Enedis. Et il me disait que dans cette filière, ils allaient embaucher jusqu'à 5000 techniciens par an. Donc Olivier, est-ce que vous avez des données quantitatives au niveau du MEDEF, donc là au niveau national, et pas seulement sur cet exemple d'une partie des activités? Alors, c'est une question de fond. Vous connaissez toutes et tous sûrement l'ouvrage qui vient de sortir de l'Institut Montaigne qui est sur les métiers de l'ingénieur, mais
Le titre est d'ailleurs emblématique. Ce texte porte autant sur les techniciens que sur les ingénieurs. Et donc l'estimation, c'est, je crois, 25 000 techniciens qui manqueraient dans notre pays chaque année. Après, c'est autant ou à peu près un chiffre équivalent d'ingénieurs qui manqueraient aussi chaque année. Donc les constats, ils sont posés. On peut chipoter sur les chiffres, on peut dire, voilà, on peut augmenter, mais il y a ce constat fort que notre pays manque de techniciens, manque d'ingénieurs. Étant du Jurassique, parce que vous avez rappelé ma carrière, si on se reporte 25-30 ans en arrière, on disait déjà qu'on manquait autant d'ingénieurs, qu'on manquait de techniciens, donc il y a quand même une pérennité, en tout cas dans le constat. Moi, je pense que ce chiffrage a une force, et le président Bordas l'a rappelé, dans la phase de lobbying politique, c'est-à-dire de faire entendre, notamment aux responsables politiques. Nous allons engager bientôt les discussions sur le projet de loi de finances, faire entendre l'importance de l'enseignement technologique. Mais moi, je voudrais passer de ce chiffrage national à ce qui aujourd'hui est probablement le vrai enjeu pour l'ensemble de vos établissements et je dirais pour une organisation comme le MEDEF. Pour moi, la vraie question, elle est de porter notre attention sur la data le plus possible territorialisée. Aujourd'hui, la focale centrale doit être le bassin d'emploi et la focale centrale doit être de mesurer au plus près les besoins en compétences aujourd'hui et j'allais dire surtout demain. C'est une question, là aussi, j'allais dire vieille comme le monde, mais c'est une question qui devient centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, MEDEF, on a affaire à demander à nos adhérents de faire remonter leurs besoins en RH, de leur faire passer le déclic un peu prospectif qui n'est pas consubstantiel à leur activité, qui est souvent dans l'ultra-quotidien. Nous avons vocation à essayer de faire des schémas de construction de ces données, et puis surtout, et là encore le lobbying politique est important, à faire que la donnée pèse sur l'organisation de notre système de formation. Un mot sur le pôle que j'ai l'honneur et la chance de diriger. D'abord, c'est la volonté, et votre invitation la conforte, c'est la volonté du MEDEF d'avoir un pôle autonome compétences formation jeunesse. Ce pôle, il est inscrit à Paris, mais il est inscrit aussi dans les territoires. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur des correspondants sur les sujets d'éducation de formation et je vous invite à les contacter. Ils sont dans toutes les régions, ils sont dans les DROM compris et ils sont dans toutes les régions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'idée, c'est effectivement d'avoir le bon niveau d'approche de ces questions des besoins et après de peser, parce que c'est à nous de peser, sur tout ce qui va être enclenché au niveau des cartes de formation. Un mot sur ça. Pour moi, la donnée, en soi, encore une fois, la donnée, c'est le rôle de ce rapport de l'Institut Montaigne, a un effet, vous avez cité ce qui se disait hier dans les Échos, même si vous ne m'empêcherez pas de dire qu'il faut challenger les idées des Échos quand même. Enfin, le propos sur ça ne sert à pas grand-chose de former plus, je pense qu'on peut le challenger. Je me permets de le dire, toute amitié avec Pierre Tapie, mais ça devrait être challengé. Mais surtout, la question, elle est de mesurer les besoins en compétences, de mesurer les besoins en compétences aujourd'hui, de mesurer les besoins en compétences demain, et de peser sur les décideurs des cartes de formation. Les décideurs de cartes de formation, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. Les décideurs des cartes de formation, c'est l'État avec bicéphale, c'est-à-dire ce sont les préfets et les recteurs. Bon. À nous de faire entendre notre capacité, vous en tant qu'organisme de formation, nous en tant que futur employeur, sur cette question-là. Et je finirai juste, sans être trop long, sur un point qui est effectivement très important, qui est que dans toutes les mauvaises nouvelles qu'on a, et notamment les mauvaises nouvelles qu'ont vécues les jeunes dans les dernières années, il y a quand même une nouvelle qu'il faut positiver, c'est que nos entreprises ont besoin de compétences. Et ont besoin de plus en plus de compétences et évidemment la transition démographique va faire que ce besoin de compétences va être totalement névralgique et totalement central.
Donc on a un enjeu quantitatif en matière de techniciens, quantitatif mais très focalisé, comme vous le releviez, selon chaque bassin d'emploi. Quels sont les moyens à mettre en œuvre en matière de formation initiale ou formation continue? Est-ce que c'est le levier pour trouver ces techniciens? Alors, peut-être je prendrai deux exemples, puisque vous renvoyez à ce qui est, en gros, les parcours des jeunes. Il est clair que, et je reviens, donc le MEDEF a proposé un certain nombre de pistes sur l'orientation pour effectivement faire que l'orientation soit plus en phase avec les besoins en compétences dont on a parlé. Je pense que très clairement, il y a à insuffler plus de techniques et de technologies au collège. Il y a aussi ce qui est difficile à faire dans des systèmes qui sont quand même extrêmement, pour prendre du bon français, top-down, à faire bouger les lignes. Mais il y a des initiatives qui marchent très bien. Je prendrai juste un exemple que encore une fois, dans l'académie, j'ai eu la chance de diriger. Il y avait une société de métallurgie qui avait créé des Fab Labs au sein de collèges d'éducation prioritaire. Et là, vous avez une espèce de modèle presque parfait. Pourquoi ? Parce que ces jeunes d'éducation prioritaire connaissent un certain nombre d'accumulations de difficultés sociales et de difficultés dans la réussite de leurs études, et vous leur insufflez le bon virus, celui de la technologie. Vous réussissez à faire quelque chose sur lequel aussi on a beaucoup écrit sans jamais vraiment réagir, qui est, vous faites que les jeunes filles viennent avec les jeunes garçons pour fabriquer des drones, et vous essayez de lutter contre cette forme de discrimination dont en France on a l'impression qu'elle est naturelle. Allez au Maroc, allez en Chine, il y a autant de femmes que d'hommes dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de techniciens. Donc ce n'est absolument pas naturel, c'est une construction stéréotypée. Donc effectivement, nous devons nous pencher sur comment on fait peser la technologie au niveau du collège. Et l'autre exemple que je prendrais, c'est là aussi un exemple assez fort qui va solliciter notre mobilisation, et notre mobilisation forte, qui est évidemment l'avenir de la filière technologique. Je parle évidemment au niveau du lycée. Bon. Est-ce que la filière technologique telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est représentée, est à la hauteur des enjeux que vous aurez, vous, plus tard dans les IUT ? On peut en tout cas poser la question. Évidemment, la question, on peut la poser avec un certain nombre de filières qui interrogent dans leur dimension technologique. Pour ne pas les citer, pour parler cash, effectivement, est-ce qu'une filière comme la filière STMG a sa bonne place dans la filière technologie ? Moi, je pose la question. Est-ce qu'on définit suffisamment la place autonome d'une filière technologique à côté d'une filière générale et à côté d'une filière professionnelle ? Est-ce que derrière, on met les bons moyens, et les moyens notamment de plateau technique, pour conforter ce type de filière ? Donc cette question, puisque vous me posez sur la formation initiale, ce sont des questions qui sont des questions centrales. Nous sommes, et le président Patrick Martin est très en défense des lycées professionnels. J'espère que ce n'est pas moi qui fais écrouler l'hôtel de l'industrie. Mais le président Martin est très en défense des lycées professionnels. Nous avons un formidable sujet pour précisément développer, alors je ne sais pas s'il faudra les appeler lycées professionnels et technologiques, s'il faudra rapprocher un certain nombre de filières, mais en tout cas la question mérite d'être posée. Et cette question, tout de suite, elle débouche sur les moyens de mieux former les jeunes dans des filières qui ont un contenu technologique ou un contenu professionnalisant, pour reprendre les mots du colloque. Et ça, c'est une vraie question. Donc ces moyens, ils sont de deux ordres. Il faut qu'on ouvre, et vous êtes au cœur de la problématique. Comme il faut ouvrir un débat sur les cartes de formation, il faut ouvrir un débat sur les plateaux techniques. Ce n'est pas normal que
des plateaux techniques, soit on trouve beaucoup de cas où des plateaux techniques sur des métiers de niche sont à proximité sans qu'on imagine une coordination. Aujourd'hui, les moyens de l'État sont comptés, donc c'est effectivement important. Et puis aussi une réflexion sur tous les outils qui permettent la réussite de la scolarité des jeunes. Et ça va par exemple des sujets comme les internats, des sujets divers. Donc oui, il y a une vraie question pour que, j'allais dire, que la technologie devienne un vrai choix de jeunes qui sont mieux orientés, qui vont choisir la technologie et qu'on va accompagner vers la réussite de ça. Merci. Au-delà de ces mesures que vous avez développées, est-ce que vous pensez qu'il y a une révolution à faire pour repeupler l'univers des techniciens pour nos territoires, des grands changements politiques ou de mentalité sans doute? Moi je pense, et c'est pour ça que c'est encore une fois un honneur et une chance de m'exprimer devant vous, je pense que vous êtes totalement au cœur de cette construction de parcours de réussite pour les jeunes qui est en définitive l'enjeu qui doit être le nôtre. Il faut aller vers des parcours de réussite pour les jeunes. Et ça suppose de lever des obstacles qui existent pour que les parcours soient sécurisés et pour que les parcours, et que vous soyez au cœur de ces parcours-là. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends que, d'abord, notre système présente un certain nombre de niveaux d'incongruité absolument exceptionnels. Vous avez des systèmes de reconnaissance que vous connaissez toutes et tous parfaitement dans la salle autour du LMD qui est devenu popularisé. Puis à côté, vous avez un système RNCP. Je mets au défi d'interroger l'un de nos concitoyens dans la rue. Personne ne connaît le système RNCP. Mais bien pire que ça, les passages de grilles ne sont pas équivalents puisque nous n'avons pas les mêmes grilles pour les diplômes RNCP et les diplômes LMD. Et puis, comme la France n'est pas une cristallisation près, évidemment, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche campe sur ses positions par rapport au ministère du Travail qui fait le RNCP. Ça, c'est un bon exemple de ce qu'on pourrait faire de mieux. Aller dans des pays développés comme les pays de l'Europe du Nord, les passages sont extrêmement possibles. La deuxième chose, il est clair que nous avons, quand je dis logique de parcours, nous avons à construire des parcours de réussite où des jeunes qui ont des temps j'allais dire de maturation, des temps de réussite personnelle différents, et on ne peut pas reprocher à un jeune de 20 ans de ne pas avoir les mêmes ambitions qu'un jeune de 23 ans ou 18 ans, etc. Donc je pense qu'il faut que nous construisions ce système-là. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il y a d'excellents bacheliers professionnels qui ont fait un bac pro souvent parce qu'ils ont eu une orientation subie, qui méritent d'aller vers les plus hauts diplômes notamment, et comme le but, mais aussi comme des diplômes d'ingénieurs. Il y a tout à construire en proximité avec, encore une fois, les cartes de formation, et je pense par exemple les cartes de BTS et tout ce que vous faites. Donc il y a beaucoup d'outils. Et puis, il y a, et on revient à la question centrale, il y a aussi à répondre à des sollicitations. Pourquoi je parlais de bassin d'emploi ? Parce que, et vous citiez l'exemple de l'électricité, oui, comment on fera pour recruter beaucoup de jeunes dans le nucléaire ? Vous parliez des réseaux, mais le nucléaire, c'est un problème extrêmement intéressant. Donc comment on va, vous, organismes de formation, nous, organismes patronaux, les acteurs publics, le préfet, le recteur, comment on va faire qu'une priorité politique au sens le plus noble du terme devienne une priorité réelle. Et évidemment, la question qu'on a toutes et tous en tête, c'est celle de la souveraineté, et notamment des métiers induits, de la défense, mais c'est la même chose sur les transitions. Donc oui, il faut que nous soyons à même de réussir à faire, j'allais dire, un vrai front associé pour porter ces sujets-là.
Et donc, dans ce front associé, il y a le rôle des entreprises, de ces organisations représentatives. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose d'autre à changer au niveau des entreprises pour que la vocation de technicien soit plus attractive pour nos jeunes? Les entreprises sont déjà, je dirais, des acteurs réguliers. Beaucoup des jeunes de vos IUT vont en stage. Beaucoup d'entreprises sont vos correspondants directs. Donc, effectivement, il y a déjà une réalité du lien entre organismes de formation et entreprises. Mais bien sûr, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. C'est aussi pour ça que notre pôle a une vocation d'animation, au sens le plus positif de terme, de lobbying, d'expliquer que cette préoccupation des compétences, c'est une préoccupation centrale. Donc ça fait partie des activités que évidemment, nous avons vocation à développer. Encore une fois, on ne peut pas reprocher au patron d'une PME de ne pas mettre cette question, qui est une question un peu du moyen, voire du long terme, en tête de ses priorités. Par contre, à nous de lui expliquer deux choses, que ces besoins d'emploi, ces besoins de compétences, il va falloir qu'on les prépare et que on ne peut pas les préparer, on ne peut pas appuyer sur un bouton. Donc il y a tout ce travail-là à faire. Il y a ce travail aussi qui est très important, et je connais votre mobilisation sur le sujet, mais entre la formation initiale telle que vous la dispensez, mais aussi évidemment les outils de formation continue. Donc sur tout ça aussi, il faut les sensibiliser. Donc il y a beaucoup de travail de notre part. Contrairement à une idée reçue, la taille moyenne d'une entreprise du MEDEF, c'est 47 salariés. Alors qu'on nous associe à la FEP, on a l'impression qu'on n'a que les grands groupes français. Non, nous sommes... Donc là, il y a une tâche qui est une tâche importante. Et puis, il y a effectivement une tâche qui est une tâche d'être en amont, ce qui n'est pas consubstantiel à notre problématique, d'être en amont des grandes évolutions. Permettez-moi de reprendre l'exemple des transitions, des grandes transitions. Est-ce que nous nous préparons suffisamment, là encore collectivement, aux grandes transitions? Est-ce que nous nous préparons suffisamment à la transition d'IA, mais aussi à la transition écologique? Il y a une vraie question. Et ça rejoint la première question que vous m'avez posée. Est-ce que il faut, en gros, quand on parle d'emploi, quand on parle de compétences pour le développement durable, pour le développement écologique, est-ce qu'il faut poser un chiffre en disant nous aurons besoin de tant de techniciens, qui serait une espèce de vision ultra pilotée, et on entend souvent, on nous dit il y aura besoin, et on sort des chiffres, sans que les métiers en face soient directement identifiés. J'ai été à beaucoup de réunions où on parlait doctement en disant il y aura besoin de 150, 200, 300 000 emplois. On ne sait pas les emplois qu'il y a derrière. La question, elle est probablement, et c'est ça aussi l'enjeu, et je pense que vous allez le traiter largement aujourd'hui, mais c'est de voir comment on construit les compétences écologiques et comment on les distille, on les dispatche un peu partout dans l'offre de formation, et que ces compétences sont aussi à cheval entre formation initiale et formation continue. Et ça, c'est un formidable enjeu, d'autant plus quand, encore une fois, cet enjeu, on réussit à le territorialiser, c'est-à-dire on réussit à le mettre en lecture directe du bassin d'emploi concerné. Moi, je suis assez surpris positivement du fait que aujourd'hui, l'interrogation d'un certain nombre de responsables d'organismes de formation comme vous est précisément de voir comment, à la fois, j'allais dire, on peut verdir des diplômes, mais aussi on peut les intelligents artificialiser un peu, mais aussi comment on peut les ancrer dans le territoire. Ça, c'est le vrai enjeu. L'enjeu de cette compétence qui servira. Pourquoi il y a cet enjeu-là? Parce que nous avons derrière nous l'idée que, effectivement, la situation
le besoin en compétences, le besoin en talent va croître et de plus en plus important, malgré les signes économiques un peu alarmants que nous avons aujourd'hui, mais aussi parce que les compétences, là encore, c'est une révolution culturelle extrêmement forte. La durée de vie d'une compétence est passée de 10, 20 ans à 2-3 ans aujourd'hui. Donc, ce sujet de l'actualisation et ce sujet de renouveler la compétence va devenir le moteur pour le système de formation post-bac. C'est à ça que nous devons répondre collectivement. Merci Olivier, merci de nous avoir fait passer du quantitatif au qualitatif et au territoire. Merci encore pour votre intervention. Merci beaucoup, merci de votre invitation.